À l'aéroport JFK au poste de contrôle de sécurité, enceinte de 7 mois. Je serrais 2 billets pour Zurich. Derrière moi. La mère de Spencer glissait une liasse de billets dans la poche intérieure de ma valise. 50 000 $ d'argent pour me faire taire afin que je ne montre plus jamais mon visage à son fils. Peyton, sois intelligente. Son acrylique incrusté de diamants a gratté le dos de ma main. Spencer va se fiancer avec la fille Davis la semaine prochaine. Ces 2 petits bâtards dans ton ventre. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai simplement pris une capture d'écran de la notification de dépôt bancaire et l'ai téléchargée. Sur le cloud juste à côté de l'enregistrement audio de chaque mot qu'elle venait de dire. 3 ans plus tard. La plus jeune conseillère en doctorat du département de finances computationnelles à l'ETH Zurich est retournée aux États-Unis avec une paire de jumeaux. Dans le hall des arrivées à JFK. Je poussais un chariot à bagages flanqué de 2 tout petits parfaitement habillés qui tenaient mes mains. Au coin, Spencer était entouré par des journalistes financiers. Il était le plus jeune fondateur de Spencer Capital, venant de finaliser l'acquisition d'une importante licorne technologique. Son regard a balayé sur moi exactement comme il l'aurait fait sur n'importe quel étranger. C'est-à-dire jusqu'à ce que ma fille lève son petit visage et me demande en allemand fluide. « Maman, pourquoi cet homme nous regarde-t-il » La tasse de café dans la main de Spencer s'est écrasée sur le sol. 01 Le plafond du hall des arrivées de JFK était vertigineusement haut. J'ai enlevé mes lunettes de soleil et me suis frotté les yeux irrités par le vol transatlantique. Épuisant. Maman, je veux des pancakes. Sophie tirait sur l'ourlet de mon chemisier. La fillette de 3 ans avait déjà maîtrisé l'art de faire la moue pour obtenir ce qu'elle voulait. Son frère, Maverick, gardait une expression impassible. Utilisant sa montre intelligente pour enfants pour scanner les panneaux directionnels des terminaux. Le gamin pouvait faire des multiplications à 4 chiffres dans sa tête à 3 ans. En ce moment, il calculait probablement le chemin optimal vers le garage de stationnement. Allons d'abord à la maison, ai-je dit, en me baissant pour prendre Sophie dans mes bras. Grand-mère a fait un rôti. Maverick a soudainement saisi mon poignet. Il n'avait pas beaucoup de force. Mais son expression était aussi sérieuse qu'une soutenance de thèse. Maman, à 11 heures, quelqu'un nous regarde depuis plus de 7 secondes. J'ai suivi son regard. Au milieu de la foule, Spencer était entouré d'hommes et de femmes tenant des micros. Après 3 ans, sa mâchoire était plus tranchante. Son costume était une marque italienne sur mesure que je reconnaissais des vitrines à Zurich. Et sa montre avait été mise à niveau vers une tourbillon. Il a tourné la tête pour écouter une question. Arborant ce sourire poli et parfaitement calibré que je connaissais si bien. Mais qui maintenant me semblait seulement étranger. Son regard a vraiment balayé sur nous, comme un scanner lisant un code-barre. Sans une seule pause, j'ai baissé les yeux et embrassé Sophie sur le front. Ce n'est rien, juste un étranger. Alors que nous poussions le chariot vers la station de taxi. J'ai entendu une agitation derrière nous, probablement une célébrité arrivant sur un vol parallèle. Attirant les journalistes comme un aimant. Je n'ai pas regardé en arrière. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un chasseur de têtes exécutif, Dr Peyton. Entretien final avec Zenith Capital demain à 10 heures. Ils ont très hâte de vous avoir. J'ai répondu par un simple « OK » et ai attaché les enfants sur la banquette arrière d'un taxi. Jaune. Sophie a pressé son visage contre la vitre et a soudain crié en allemand « Maman ». Cet homme court. Dans le rétroviseur. J'ai aperçu une silhouette floue tenue par la sécurité de l'aéroport à la sortie du terminal. Un costume noir, col ouvert, comme s'il venait de sprinter hors d'un événement très formel. Tu vois des choses, ai-je dit, en vérifiant à nouveau leur ceinture. Il raccompagne juste quelqu'un. 02 L'appartement de ma mère était dans un immeuble sans ascenseur des années 90 à Queens. J'ai porté un enfant dans chaque bras sur 5 étages pendant que Sophie comptait les marches contre ma poitrine. 18-19. Maman, pourquoi vivons-nous ici? Parce que grand-mère est ici. Quand la porte s'est ouverte, la spatule dans la main de ma mère est tombée par terre.
Elle m'a fixé pendant 3 secondes avant que ses yeux ne se remplissent de larmes. Bien qu'elle ait choisi de crier à la place. Alors, tu t'es enfin souvenu comment revenir. 3 ans. Pas même un seul appel FaceTime. Fuseaux horaires, maman. J'ai poussé les enfants en avant. Dites bonjour à grand-mère. Les 2 petits ont salué en chœur. L'expression de ma mère a basculé comme un interrupteur. Passant de furieuse à extatique en une demi-seconde. Elle s'est accroupie, en prenant un dans son bras gauche et l'autre dans le droit. Sa voix montant dans les aigus. Oh, mes doux bébés. Regardez ses yeux, ses nez. Je suis resté dans l'entrée en regardant l'appartement exigu de 600 pieds carrés. Mes diplômes du lycée étaient encore punaisés au mur. Le portrait commémoratif de mon père était sur la table basse. Quand je suis parti il y a 3 ans, je n'ai laissé qu'un post-it. Je retourne à l'école. Ne me cherchez pas. Ma mère a soudain levé les yeux, baissant la voix. Il est venu te chercher. Mon cœur a fait un bond, mais mon visage est resté impassible. Qui? Ne joue pas l'idiote. Ma mère a poussé les enfants dans la cuisine pour vérifier le rôti. Puis est revenue et a saisi mon poignet. Spencer, le 2e mois après ton départ, il a pratiquement retourné tout l'immeuble. Et puis sa mère est venue. Elle a dit qu'elle t'avait donné une somme et t'avait dit de ne jamais revenir. J'ai regardé mes mains. Ces mains pouvaient maintenant écrire des modèles financiers quantitatifs. Faire fonctionner des algorithmes de trading à haute fréquence et surveiller les marchés mondiaux. Sur 3 terminaux simultanément. Il y a 3 ans. Tout ce qu'elle faisait était de nouer les cravates de Spencer et de préparer des remèdes contre. La gueule de bois. Combien a-t-elle dit qu'elle m'avait donné? Ai-je demandé. Elle a dit que c'était 50 000. Ma mère a ricané. J'ai jeté une tasse de thé chaud en plein dans son visage. Quand ton père était vivant, nous étions peut-être pauvres. Mais nous n'avons jamais vendu notre fille. Je suis entré dans la chambre et ai sorti une carte bancaire élégante du compartiment caché de ma valise. Cette carte avait volé 13 heures avec moi. Le code PIN était les dates d'anniversaire des enfants. Elle contenait environ 3,6 millions de francs suisses, autour de 4 millions de dollars. C'étaient mes honoraires de conseil pour 2 fonds spéculatifs à Zurich. Plus le bonus d'un article que j'avais publié dans le Journal of Financial Economics. Maman, commence à chercher demain. J'ai placé la carte dans sa paume. Quelque chose de plus grand avec un ascenseur près d'une école maternelle bilingue. Ma mère a fixé la carte, ses doigts tremblants. Es-tu? Je l'ai gagné légalement. J'ai souri. Chaque centime est traçable. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, un numéro inconnu. Peyton, c'est Spencer. Nous devons parler. J'ai supprimé le texto et bloqué le numéro d'un mouvement fluide. Dehors par la fenêtre, le crépuscule new-yorkais s'installait couche par couche. Sophie récitait des comptines allemandes dans le salon pendant que Maverick démontait la radio. Vintage de ma mère. Debout près de la vitre, je me suis souvenu de cette nuit pluvieuse il y a 3 ans. Debout devant l'immeuble de bureau de Spencer, serrant mon rapport de contrôle prénatal. Le regardant entrer dans un hôtel de luxe avec son bras autour de la taille d'une autre femme. Cette femme est devenue plus tard le personnage principal des rumeurs de fiançailles. 03. Les bureaux de Zenith Capital occupaient le penthouse d'un gratte-ciel dans le quartier financier. Je portais mon seul tailleur professionnel. Un ensemble noir d'une marque de fast fashion à Zurich qui coûtait moins de 100 $. Debout dans l'ascenseur, regardant les numéros monter. Le dossier du chasseur de tête était détaillé. Zenith était un fonds domestique étoile montante avec plus de 1,5 milliard en AUM. Construisant actuellement sa division d'investissement quantitatif. Mes concurrents incluaient un ancien VP de Goldman revenant de Wall Street et un jeune prodige du Dr Peyton. La réceptionniste a vérifié mon passeport, son expression changeant subtilement. Par ici. 5 personnes étaient déjà assises dans la salle de conférence. À la tête de la table était assis un homme dans la cinquantaine aux tempes grisonnantes. Son regard me pesant comme une balance plombée.
À sa gauche était assise une jeune femme en tailleur gris, regardant son téléphone. Ses ongles en œil de chat attrapant la lumière. Peyton, me suis-je présenté. Doctorat en finance computationnelle de l'ETH Zurich sous la direction du professeur Hans Müller. Au cours des 3 dernières années, j'ai travaillé à Le homme aux cheveux blancs m'a coupé. Nous avons lu votre article sur les modèles prédictifs d'apprentissage automatique pour les sourires. De volatilité. Très perspicace. Il a fait une pause. Mais je suis plus curieux de savoir pourquoi vous avez décidé de revenir aux États-Unis. C'était une question piège, dire pour la famille vous fait paraître indécise. Dire pour l'avancement de carrière vous fait paraître faux. Parce que mes enfants ont besoin de se connecter à leurs racines. Ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Et parce que je crois que le camp américain est face à une décennie dorée. La femme en tailleur gris a soudain laissé échapper un doux rire. Elle a levé les yeux et j'ai enfin eu un regard clair sur son visage. Chloé Davis. La fiancée présumée de Spencer. La seule fille d'un magnate immobilier massif. Le visage de l'entrée de l'hôtel il y a 3 ans correspondait parfaitement à la femme assise devant. Moi. Dr. Peyton. Elle a posé son téléphone, tapotant ses ongles manucurés contre la table. J'ai regardé votre parcours. Vous êtes brillante. Vous l'êtes vraiment. Mais l'un des plus grands LP de Zenith Capital est Spencer Capital. La salle est devenue morte silencieuse. L'homme aux cheveux blancs, que j'ai appris plus tard être le fondateur de Zenith, Richard, n'a pas changé d'expression. Il a simplement pris une lente gorgée de café. Et je demande, et vous pourriez ne pas savoir, Chloé a souri. La courbe de ses lèvres précisément calculée. Spencer et moi nous marions la semaine prochaine. Et vous êtes son ex-femme. Ce cercle est très petit, Dr. Peyton. Votre présence ici rendrait les choses gênantes pour tout le monde. J'ai sorti un dossier de mon sac et l'ai glissé sur la table. Voici une stratégie anti-OPA conçue pour un fonds souverain européen pendant mon séjour à Zurich. En 3 mois, j'ai aidé l'entreprise cible à repousser une offre hostile. Leur économisant environ 47 millions en coûts de transaction. Si votre firme construit une division quand vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui n'est pas gênant. Vous avez besoin de quelqu'un qui imprime de l'argent. Le sourire de Chloé s'est raidi pendant une fraction de seconde. Richard a soudain éclaté de rire. Il a pris le dossier, feuilleté 2 pages, et ses yeux ont changé. Étudiante de Müller, ça a du sens. Dr. Peyton, vous commencez lundi. Le salaire est le chiffre que vous mettez. Pas de négociation. Il s'est levé et m'a tendu la main. Je l'ai serré. La paume de l'homme plus âgé était sèche et chaude, calleuse après des années de tenue de stylo. Chloé, a-t-il dit sans regarder en arrière vers elle. Quant à la façon de gérer la relation entre LP et direction. Vous devriez rentrer chez vous et demander à votre père. L'expression sur le visage de Chloé à ce moment était absolument inestimable. Elle était probablement habituée à écraser tout le monde avec son statut de fiancée de Spencer. Elle ne s'attendait pas à tomber sur quelqu'un qui s'en fichait complètement. Alors que je sortais de la salle de conférence, elle m'a intercepté dans le couloir. Peyton, a-t-elle sifflé. Sa voix est tombée en chuchotement. Vous pensez que quelques diplômes peuvent changer votre vie? Spencer demandait de vos nouvelles hier. Vous pensez qu'il est encore accro à vous? Elle s'est approchée, son parfum cher m'enveloppant comme un filet. Il veut juste savoir pour ce bâtard dans votre ventre. 2. Les jeux corrigés. Garçon et fille, 3 ans, trilingue avec des QI testés au-dessus de 140. J'ai fait un pas en arrière, créant de la distance. Mademoiselle Davis, quand vous avez fait votre vérification de mes antécédents? Avez-vous manqué mes dossiers médicaux à Zurich? Ses pupilles se sont contractées. Aussi, j'ai sorti un autre dossier de mon sac. Ce sont des captures d'écran de caméras de sécurité de ce couloir d'hôtel il y a 3 ans avec les enregistrements d'inscription de votre chambre. Dites-moi, si je divulguais cela à la presse financière. Pensez-vous que le titre, fiancé du fondateur de Spencer Capital soupçonné d'être une briseuse de
Ménage, obtiendrait plus de clics que le communiqué de presse sur mon nouveau post? Les lèvres de Chloé ont commencé à trembler. Ce visage méticuleusement contouré s'est dégonflé comme un ballon crevé. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je me suis retourné et suis entré dans l'ascenseur. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre texto d'un numéro inconnu. Je suis en bas à Zénith. J'ai vu les photos des enfants. Nous devons parler sinon. J'ai supprimé le texto et jeté le numéro sur la liste de blocage. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient dans le hall, j'ai vu cette silhouette familière. Spencer était appuyé contre les fenêtres du sol au plafond, veste de costume drapée sur son bras. Sa cravate desserrée de 2 boutons. Il avait perdu du poids. Sa mâchoire était tranchante comme un rasoir tandis qu'il fixait l'écran de son téléphone. Sur l'écran était une photo de Sophie et Maverick. Je ne sais pas où il l'avait obtenue. Peut-être de l'aéroport. Peut-être d'un employé corrompu à Zénith. J'ai marché directement vers la sortie latérale. Peyton. Sa voix m'a poursuivi, portant ce ton rauque familier que je n'avais pas entendu depuis 3 ans. Ce sont mes enfants, n'est-ce pas? Je n'ai pas regardé en arrière. 04 Richard m'a donné un bureau au 28e étage. Les fenêtres du sol au plafond donnant directement sur One World Trade. Lors de ma première semaine, j'ai constitué une équipe de 5 personnes et révisé le système manuel de suivi des sentiments. De Zénith en un modèle de traitement du langage naturel en temps réel. Le directeur Tommy l'interne a passé la tête. Il y a quelqu'un en bas qui vous cherche. Il dit qu'il est de la famille. J'ai fixé la courbe de backtesting sur mon moniteur, sans lever la tête. Je n'ai pas de famille à New York, mais la voix de Tommy est tombée. Il a amené 2 enfants avec lui. Il vous ressemble exactement. Mes doigts se sont figés sur le clavier. 10 minutes plus tard. Je suis entré dans la salle de réception et ai vu une scène qui a fait couler mon sang-froid. Spencer était accroupi devant le canapé, tenant une tasse de cacao chaud. Essayant désespérément de parler à Sophie. Ma fille avait une expression impassible. Tirant rapidement en allemand avec le même regard que j'utilisais pour rejeter les prétendants. Indésirable. Maverick se tenait de l'autre côté du canapé, serrant le Nokia vintage de ma mère. Qu'il avait fortement modifié et revendiqué pouvoir émettre des signaux de brouillage. Maman. Sophie m'a vu et s'est lancée comme un petit boulet de canon. Cet homme dit qu'il est papa. J'ai pris ma fille et ai regardé Spencer. Il s'est levé droit. Le charme juvénile d'il y a 3 ans avait complètement disparu. Remplacé par une aura inconfortable et suffocante d'un homme contrôlant et réussi. Nous devons parler, a-t-il dit. Nous n'avons rien à nous dire. Si c'est à propos de la garde, j'ai ri fort. C'était une astuce que j'avais apprise à Zurich. Utiliser le rire pour briser le rythme de l'adversaire et gagner du temps. Spencer, tu as 2 choses de fausses. J'ai levé un doigt. Premièrement, nous avons divorcé il y a 3 ans. J'ai les papiers pour le prouver. Deuxièmement, j'ai penché la tête vers lui. Qu'est-ce qui te fait penser que je laisserai un homme qui m'a trompé pendant que j'étais enceinte? Et qui s'est associé à sa mère pour m'humilier avec $50 000 s'approcher de mes enfants? Son visage a changé. Cette façade calme et contrôlée s'est fissurée. Je n'ai pas trompé. Ce jour-là à l'hôtel, Chloé était celle qui. Chloé était juste en haut en train de me dire que tu te mariais la semaine prochaine. Je l'ai coupé. Spencer, ton calendrier ne devient-il pas un peu encombré? Les portes de la salle de réception se sont ouvertes violemment. Chloé a fait irruption, ses stilettos martelant un rythme anxieux contre le sol en marbre. Ses yeux ont balayé Spencer, Sophie, et enfin se sont verrouillés sur moi. Me regardant comme un virus qui devait être éradiqué immédiatement. Spencer, le conseil attend. Elle est allée saisir son bras. Les femmes comme elles veulent juste de l'argent. Sors d'ici. La voix de Spencer était très douce, mais la main de Chloé s'est figée en l'air. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, sors. Il a secoué sa main, ses yeux ne quittant jamais les miens. Peyton, donne-moi 15 minutes. Les enfants peuvent regarder des dessins animés à côté.
J'ai préparé. Pas nécessaire. J'ai posé Sophie et pris la main de Maverick. Tommy, appelle la sécurité. Ne t'avise pas. La voix de Chloé est devenue stridente. As-tu la moindre idée de combien d'équités Spencer Capital détient dans Zenith? Sais-tu pourquoi Richard était si pressé de l'embaucher? Parce que nous avons besoin de son algorithme. Nous avons besoin d'elle, Chloé. Spencer a aboyé, la faisant taire. Mais j'ai compris l'impatience de Richard, l'hostilité de Chloé. Le harcèlement incessant de Spencer, rien de tout cela n'était à propos de sentiments persistants. C'était à propos de ma valeur professionnelle. Les articles que j'avais publiés à Zurich étaient cités par les meilleurs fonds spéculatifs mondiaux. Le modèle prédictif de volatilité que j'avais conçu avait une firme de capital investissement privé. De plusieurs milliards offrant un salaire à 7 chiffres pour des droits de licence exclusifs. Pour eux, j'étais un actif attendant d'être évalué, et Spencer voulait le droit de premier refus. Quel dommage. J'ai regardé les enfants. Allons-y, Peyton. Spencer nous a poursuivis dans le couloir, bloquant l'ascenseur. Tu penses que te cacher avec les enfants résout quoi que ce soit? J'ai des gens à Zurich. Je peux tirer tes dossiers médicaux, tes relevés bancaires, tes... Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes devant mon visage. À l'intérieur se tenait Richard, tenant 2 tasses de café. Spencer. L'homme plus âgé a souri sincèrement. Es-tu en train d'intimider ma nouvelle employée? Spencer avait l'air d'avoir reçu un coup de poing au visage. Il était habitué à donner les ordres sur les marchés de capitaux. Mais il avait oublié que dans cette industrie, un titan de 60 ans comme Richard avait mangé plus de sel que Spencer n'avait mangé de riz. Richard, c'est une affaire privée. Dans ma firme, il n'y a pas d'affaires privées. Richard m'a tendu l'un des cafés. Directrice Peyton, nous avons une tournée de présentation cet après-midi. Préparez-la. Je veux la version détaillée du chemin de commercialisation de votre algorithme. Il s'est tourné vers Spencer, son sourire inébranlable. Quant à toi, Spencer. Les sièges au conseil pour Spencer Capital à Zenith sont à réélire le mois prochain. Es-tu sûr de vouloir énerver la direction en ce moment? Les portes de l'ascenseur se sont lentement refermées. Mon dernier aperçu de Spencer était lui debout figé, ses mains serrées en poing. Les jointures blanches. Sophie a levé les yeux vers moi. Maman, cet homme est-il vraiment papa? Il l'était autrefois, ai-je dit. Mais plus maintenant. 05 Ce week-end-là, j'ai emmené les enfants à Central Park. Ma mère était sortie pour un brunch avec ses anciens collègues, m'accordant 4 heures de temps seul. Une démonstration massive de confiance de sa part, compte tenu de mon passé de risque de fuite. Il y a 3 ans, Sophie construisait un château dans le bac à sable. Maverick était assis sur un banc de parc en lisant une édition junior d'une brève histoire du temps. Je faisais défiler mes emails professionnels quand j'ai reçu un message crypté d'un ancien collègue. À Zurich. Ton ex creuse sur toi. A offert 50 000 € à une firme de conseil pour un rapport complet d'antécédents. Besoin de contre-mesures? J'ai répondu, non, laisse-le creuser. Pendant 3 ans, chaque pas que j'avais fait pouvait résister à un audit fédéral. Statut académique légal, contrat de conseil conforme, impôts payés à temps. Même les certificats de naissance des enfants étaient officiellement enregistrés à l'hôtel de ville de Zurich. La colonne père était vide. Mais je détenais des documents juridiques en fer pour prouver la garde légale exclusive. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un numéro domestique. Je suis à l'entrée sud du parc. Parle-moi ou demain matin les pages financières publieront une histoire. Directrice camp de Zénith a caché des grossesses étrangères soupçonnées de fraude au CV. J'ai levé les yeux et ai vu cette silhouette familière près de l'entrée. Il était en vêtements décontractés, casquette de baseball tirée bas. Mais j'ai reconnu cette posture quand il m'attendait à la bibliothèque de l'université. Il se penchait toujours un peu en avant comme un arc complètement tendu. Maverick, j'ai mis mon téléphone dans ma poche. Garde un œil sur ta sœur. Je vais aux toilettes. J'ai tendu un billet de $20 et une photo de ma carte d'entreprise à l'employé du parc près du
bac à sable. Si un homme s'approche d'eux, appelle immédiatement la police. Sur le chemin bordé d'arbres à l'extérieur de l'entrée sud. Spencer était appuyé contre un arbre en fumant. En m'approchant, j'ai réalisé qu'il tenait une photographie. Une photo qu'un photographe de Zurich avait prise quand Sophie avait 1 mois. Les bébés sur la photo étaient ridés, ressemblant à 2 petits singes. Où as-tu eu ça? Ai-je demandé. Chloé, a-t-il dit franchement. Elle a enquêté sur toi il y a 3 ans. Je pensais que tu avais pris l'argent et étais parti. Je ne m'attendais pas. Sa voix s'est brisée. 2. Peyton. Tu étais enceinte de jumeaux. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Te dire quoi? Ai-je rétorqué. Te dire que j'étais enceinte juste pour regarder ta mère revenir et m'offrir 100 000 pour un avortement ou te regarder te fiancer avec Chloé, transformer mes enfants en potins de tabloïd. Il a tressailli comme s'il avait été fouetté, se levant soudain droit. Je ne me suis jamais fiancé. Jamais. Ce jour-là à l'hôtel, Chloé a mis en scène les paparazzis. Ça n'a pas d'importance. J'ai sorti un document de mon sac. Ce sont les certificats de naissance suisses des enfants avec le jugement de garde exclusive émis par la Cour fédérale suisse. En vertu de la Convention de La Haye, les tribunaux américains le reconnaîtront et l'exécuteront. J'ai sorti une autre pile. Ce sont mes preuves de revenus et déclarations d'impôts. Au cours des 3 dernières années, mon revenu annuel moyen dépassait 600 000 $. J'ai un logement stable, des soins de santé premium, et leur éducation est planifiée. J'ai poussé la pile de papier contre sa poitrine. Spencer, si tu veux la garde, poursuis-moi. Je peux me permettre les meilleurs avocats et je peux faire traîner ça au tribunal pendant des années. Mais réfléchis bien. J'ai fait un pas plus près. La minute où nous entrons en Discovery, l'argent pour me faire taire de ta mère. Les vérifications illégales de Chloé. Et le texto de chantage que tu m'as envoyé aujourd'hui deviendront tous des archives publiques. Fondateur de Spencer Capital soupçonné d'avoir trompé et abandonné sa femme enceinte. Comment penses-tu que ce titre affectera le prix de tes actions? Ses doigts se sont serrés sur la pile de papier, ses jointures blanches. Je ne suis pas venu ici pour te menacer, a-t-il dit calmement. Je voulais juste les voir. Tu les as vus. J'ai tendu la main. Rends-moi la photo. Il n'a pas bougé. Les piétons passaient, jetant des regards curieux sur nous. Un homme en costume sur mesure et une femme en robe Zara debout sous un arbre enfermé dans un face-à-face comme une capture d'écran d'un soap opéra bon marché. Peyton, a-t-il dit soudain, je sais que tu fais un coup. Richard prend bientôt sa retraite. Il y a une guerre de succession à Zénith. Tu veux utiliser la division Caen comme levier pour un siège de partenaire. Mon cœur a fait un bond, mais mon visage est resté passif. Et puis tu prendras les enfants et disparaîtras complètement. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je ne pouvais pas lire. Colère ou peut-être terreur, tout comme il y a 3 ans, me laissant incapable de te trouver. Incapable de demander de tes nouvelles, ne sachant même pas si tu étais morte ou vivante. Au loin, le rire de Sophie a retenti, clair comme un carillon. Je me suis retourné et ai vu un groupe d'enfants autour du bac à sable. Ma fille était debout sur le château, agitant la main, tandis que Maverick planait à proximité. Le front plissé, calculant probablement le risque qu'elle tombe. Spencer, ai-je dit, sais-tu quel est mon plus grand regret au cours des 3 dernières années? Il m'a fixé. Je regrette de ne pas t'avoir vu pour ce que tu étais vraiment plus tôt. J'ai souri finement. Tu penses que je fais un coup pour Zénith? Tu penses que je calcule mon chemin vers un siège de partenaire? J'ai secoué la tête. Je veux juste donner à mes enfants une vie normale. Pas d'étiquette d'enfants illégitimes. Pas de paparazzi nous harcelant. Pas de famille paternelle surgissant de nulle part pour mettre un prix sur leur valeur. J'ai arraché la photo de sa main et me suis retourné vers le bac à sable. Ne viens plus me chercher, ai-je dit. La prochaine fois, je dépose une ordonnance restrictive. Dimanche soir à 22 h. Un email anonyme est arrivé dans ma boîte de réception. Les pièces jointes étaient 3 fichiers vidéo.
Le premier, un angle clair de la mère de Spencer fourrant de l'argent dans ma valise. Sa voix cristalline tandis qu'elle sifflait le mot bâtard. Le deuxième, Chloé Davis dans un club privé disant. Il y a plein de façons de s'assurer que ça ne remettra jamais les pieds aux États-Unis. Le troisième, Spencer lui-même à une soirée cocktail, riant. Peyton l'a oublié il y a longtemps. S'est ennuyé. L'expéditeur a signé d'une seule lettre. Monsieur, je fixais l'écran quand mon téléphone a commencé à vibrer violemment. Le nom de Spencer a clignoté, suivi d'une série de points d'exclamation. Ne les regarde pas. Ces vidéos sont montées. Peyton, donne-moi 10 minutes. J'amène quelqu'un pour te voir. La sonnette a retenti. Sur le moniteur de sécurité, Spencer se tenait dehors. Derrière lui, une femme en blouse blanche. Son badge indiquait NY Ulangon Medical Center. Spencer a tenu un morceau de papier devant l'objectif de la caméra. C'était un rapport ADN. La conclusion entourée en marqueur rouge était flagrante, même sur le flux de vision nocturne. La probabilité de paternité entre Spencer et Sophie Maverick est de 99,99%. Ma main a plané sur la poignée de porte. La voix de Spencer est venue à travers l'interphone, si rauque qu'elle ne semblait pas la sienne. Il y a 3 ans dans cette chambre d'hôtel, je ne suis jamais entré. Chloé a soudoyé le responsable de service pour donner une fausse déclaration. Et ce responsable, il a fait une pause, a été arrêté pour détournement de fonds la semaine dernière. Il a tout avoué. Le médecin derrière lui s'est avancé et a baissé son masque. J'ai reconnu son visage. C'était le docteur Morgan, mon ancien OB-GYN. Mademoiselle Peyton, la voix du docteur Morgan était légèrement déformée par le haut-parleur. Il y a quelque chose que je crois que vous avez le droit de savoir. Le jour où vous êtes parti il y a 3 ans, Spencer est venu à l'hôpital vous chercher. Il avait entendu quelque part que vous alliez subir un avortement tardif. Et il a attendu dans le couloir pendant 6 heures. Assez. Spencer l'a soudain coupé, ses yeux verrouillés sur la caméra. Peyton, ouvre la porte. Ou je vais marcher jusqu'à l'appartement de ta mère tout de suite et lui dire que le père biologique de ses petits-enfants est ici pour s'excuser. Ma main est restée collée à la poignée. Derrière moi, j'ai entendu Sophie se frotter les yeux et marmonner, « Maman, qui parle ?» Juste à ce moment, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Richard, directrice, réunion d'urgence du conseil à 9 h demain. Spencer Capital vient de déposer une demande d'audit complet des droits de propriété intellectuelle. Dans la division Camp de Zénith. Il revendique la propriété d'un brevet que vous avez déposé à Zurich. Une lettre juridique scannée d'un cabinet d'avocats de premier ordre était jointe. Et dans la liste des co-titulaires de mon brevet, le premier nom était Spencer. 06 J'ai fait entrer les enfants dans la chambre d'amis, et verrouillé la porte. Puis ai ouvert grand la porte d'entrée. Le visage de Spencer était d'un blanc crayeux sous les lumières du couloir. Le docteur Morgan se tenait 2 pas derrière lui. Ayant l'air aussi mal à l'aise qu'une voisine interrompant une dispute domestique. Entrez, ai-je dit. Mais vous n'avez que 10 minutes. Au moment où il a franchi le seuil, j'ai remarqué que sa main droite tremblait. La main qui signait des feuilles de conditions de centaines de millions de dollars qui tenaient le destin de nombreuses personnes tremblait maintenant de façon incontrôlable. Chloé a envoyé les vidéos. Il a commencé immédiatement en sautant les politesses. Elle a piraté ton email. Ces clips sont montés. Les originaux. Les originaux n'ont pas d'importance. Je l'ai coupé, sortant mon ordinateur portable de sous la table basse. Ce qui importe, c'est cette demande légale. Spencer, quand exactement es-tu devenu copropriétaire de mon brevet? Il s'est figé. J'ai tourné l'écran vers lui. C'était le brevet d'algorithme que j'avais déposé à Zurich pour optimiser les coûts d'impact de marché dans le trading à haute fréquence. La date de dépôt était 2 mois avant que notre divorce ne soit finalisé. Ce qui signifiait qu'il était techniquement une propriété matrimoniale si un tribunal le voyait. Ainsi. Je ne savais pas pour ça. Sa voix s'est creusée. Je n'ai jamais signé aucun
Mais ta signature est juste ici. J'ai cliqué sur la pièce jointe, zoomant sur la dernière page. La signature de Spencer, audacieuse et agressive, identique à celle sur notre certificat de mariage. Ses pupilles se sont contractées. J'avais vu cette expression auparavant. Junior à l'université, Quentin WC avait fantomé son pitch de start-up. Il avait attendu dehors devant mon dortoir toute la nuit. Quand l'aube s'est levée, il avait exactement ce regard. La stupéfaction de la trahison et une rage volcanique imminente. Chloé. Il a craché le nom comme du venin. L'entreprise de son père a un accord de procuration avec moi. Elle avait accès à mon tampon de signature. Elle est ta fiancée, lui ai-je rappelé. Où elle l'était. Le docteur Morgan s'est éclairci la gorge. Mademoiselle Peyton, puis-je dire quelques mots? J'ai hoché la tête. Cette nuit-là il y a 3 ans, elle a sorti un ancien smartphone de sa poche de blouse. J'ai enregistré. Spencer a attendu dans le couloir jusqu'à l'aube et a fini par s'effondrer. Nous l'avons précipité aux urgences. La toute première chose qu'il a demandé en se réveillant était à propos de tes résultats. D'échographie. Elle a fait une pause. Je lui ai dit que tu portais des jumeaux. Tu étais à 7 mois et un avortement était impossible. Il a arraché la perfusion de son bras et a essayé d'aller te trouver. Nous avons dû le retenir physiquement. Elle a appuyé sur play. Par-dessus le bruit de fond chaotique, la voix de Spencer était rauque au-delà de la reconnaissance. Elle doit élever 2 enfants toute seule. Elle pense que je l'ai abandonnée. J'ai éteint l'enregistrement. Ça ne change rien, ai-je dit. Il y a 3 ans, tu as choisi de croire ta mère. Tu as choisi de laisser Chloé rester à tes côtés. Maintenant tu veux utiliser un ancien mémo vocal et un brevet falsifié pour retourner le conseil. Spencer s'est soudain levé. Il faisait une tête de plus que moi, et alors que son ombre tombait sur moi. J'ai instinctivement fait un demi-pas en arrière. Cette réaction viscérale l'a figé. Tu as peur de moi, a-t-il dit. Pas une question, une affirmation. J'ai peur du désordre. Je l'ai corrigé. Et toi, Spencer, tu es le désordre lui-même. Mon téléphone a sonné. Le nom de Richard a clignoté sur l'écran. J'ai répondu et la voix de l'homme plus âgé portait un rare sentiment d'urgence. Directrice, vérifie les nouvelles. J'ai ouvert mon application Bloomberg. Les titres avaient explosé. Spencer Capital, fondateur accusé de dépôt de brevets frauduleux, aurait volé le travail académique de son ex-femme. L'image bannière était une capture d'écran recadrée de la lettre légale associée à une photo d'eux. Spencer et moi d'il y a 3 ans, notre jour de mariage devant l'hôtel de ville. Je tenais notre certificat, souriant brillamment tandis qu'il me regardait. Ses yeux impossibles de douceur. Chloé l'a divulgué. La voix de Spencer est venue de derrière moi. Elle ne veut pas le brevet. Elle veut me ruiner. Toi, moi, Zénith, nous ne sommes que des pions sur son échiquier. Je me suis retourné pour le regarder. Cet homme, pour qui j'aurais autrefois tout abandonné, se tenait maintenant dans mon salon avec l'air d'un chien noyé. Mais étrangement, je n'ai ressenti aucune vindicte, juste une fatigue profonde. Comme le vent hivernal du lac Zurich s'infiltrant dans ma moelle. Sors, ai-je dit. Je m'occuperai du conseil demain concernant le brevet. Quant à toi, j'ai pointé la porte. Va nettoyer ton propre désordre et tiens-moi et mes enfants en dehors. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme s'il voulait dire quelque chose. Mais la porte de la chambre d'amis a cliqué ouvert. Sophie s'est frotté les yeux et a trébuché dehors. Maman, j'ai soif. Sa voix s'est soudainement arrêtée. La petite fille a fixé Spencer, a penché la tête, et a chuchoté en allemand. C'est l'homme de la photo? Le sang s'est figé dans mes veines. Je savais exactement quelle photo Sophie voulait dire. Dans mon appartement à Zurich, il y avait une photo encadrée sur l'étagère. Nous à notre remise de diplômes universitaires. Je n'avais jamais mentionné qui c'était, mais les enfants ont des yeux. Ils observent. Ils se souviennent. Spencer s'est accroupi au niveau des yeux de Sophie.
Ses mouvements étaient aussi raides que quelqu'un manipulant des explosifs hautement volatiles. Terrifié de casser quelque chose. « Comment t'appelles-tu » a-t-il demandé, sa voix plus douce qu'un murmure. « Sophie » a-t-elle gonflé la poitrine. « J'ai 3 ans et demi. Je parle anglais, allemand et mandarin. Maman a choisi mon nom. Mais mon frère est Maverick. Papa l'a nommé, mais maman dit que ça sonne comme un chien errant. » Le visage de Spencer s'est tordu d'agonie. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux injectés de sang. « Tu as utilisé le nom que je lui ai donné. »« Je l'ai utilisé comme rappel, » ai-je dit. « Un rappel de exactement ce que ta famille les appelait. Un errant. Un bâtard. » Le docteur Morgan a halté. Spencer avait l'air d'avoir reçu une balle dans la poitrine. Il a vacillé, mais n'est pas tombé. Il a tendu la main hésitante et a légèrement touché les cheveux tressés de Sophie. La petite fille ne s'est pas écartée. Elle a juste regardé dans une confusion totale tandis que des larmes coulaient soudain sur le visage de l'étranger. « Je suis désolé, » a-t-il dit. Je ne savais pas à qui il parlait. Je suis vraiment désolé. 07 J'avais 17 minutes de retard à la réunion du conseil du lundi matin. La raison était Maverick. Le gamin avait une fièvre de 102 degrés Fahrenheit à 3 heures du matin. Je l'ai tenu aux urgences jusqu'à l'aube jusqu'à ce que ma mère se précipite enfin pour me relayer. Quand je suis entré à Zénith, la salle de conférence était pleine. Richard était assis en tête de table. À sa droite était la représentante de Spencer Capital, pas Spencer, mais une avocate d'entreprise au visage de pierre. Directrice Peyton. Richard a fait un geste vers l'écran du projecteur. Voulez-vous expliquer ? Sur l'écran était mon dossier complet de demande de brevet. Y compris l'accord de copropriété portant la signature de Spencer. L'avocate s'est levée, sa voix comme du métal broyé. Selon la loi américaine sur les brevets, une invention créée pendant un mariage est généralement considérée comme une propriété commune sauf stipulation contraire. Bien que le docteur Peyton affirme que l'algorithme a été développé à l'ETH Zurich. L'accord conjoint stipule explicitement que M. Spencer a fourni un soutien financier crucial et une contribution théorique, lui accordant ainsi une participation de 50%. J'ai ouvert mon ordinateur portable et l'ai connecté au projecteur. 3 points de clarification. Ma voix était plus stable que je ne l'espérais. Premièrement, l'algorithme central pour ce brevet a été finalisé après que notre divorce ait été traité. Mon conseiller à Zurich, le directeur du labo, et 3 PhD collaborateurs peuvent en témoigner sous serment. J'ai sorti une chaîne d'emails. Deuxièmement, le soi-disant soutien financier fait référence à l'allocation mensuelle de $3000 pour les courses que M. Spencer a transférées sur mon compte pendant que nous étions mariés. Si cela compte comme capital de démarrage, alors chaque femme au foyer en Amérique a droit à coposséder les brevets de son mari. Quelques rires étouffés ont résonné dans la salle. Troisièmement, j'ai zoomé sur la page de signature de l'accord. Cette signature est falsifiée. Le rapport d'analyse d'écriture est juste ici. J'ai tenu un document physique émis par la division de police scientifique de la police fédérale suisse. Conclusion, la similarité avec la signature authentique de M. Spencer n'est que de 62%. Bien en dessous du seuil légal de 80%. Une fissure est enfin apparue dans la façade de pierre de l'avocate. La validité de ce rapport. Avez-vous besoin que je le fasse authentifier par l'ambassade suisse ? Ai-je demandé. Ou devrions-nous simplement demander à M. Spencer lui-même ? Les portes de la salle de conférence se sont ouvertes. Spencer est entré, suivi de 2 détectives du NIP. Pas besoin de demander, a-t-il dit, sa voix aussi rugueuse que du papier de verre. Cet accord a été falsifié par mon ancienne assistante sur ordre de Chloé Davis. J'ai déjà déposé une plainte formelle auprès de la division des crimes financiers. Voici le numéro de dossier. Il a claqué un morceau de papier sur la table, puis m'a regardé. Il y avait trop dans ses yeux. Excuses, regrets, et une supplique désespérée et agonisante. J'avais depuis longtemps appris à arrêter d'essayer de le déchiffrer. En outre,
Il s'est tourné vers Richard. Spencer Capital retire formellement sa demande d'audit de la division camp de Zénith. Nous reconnaissons que les lettres précédentes ont été envoyées sur la base d'informations frauduleuses. Nous sommes prêts à compenser Zénith et le docteur Peyton pour tout dommage réputationnel. Richard avait l'air d'avoir vu un extraterrestre. Je suppose que dans ses 40 ans à Wall Street, il n'avait jamais vu quelqu'un faire volontairement exploser sa propre carrière en public comme ça. Spencer, a dit lentement l'homme plus âgé. Sais-tu ce que cela signifie? TLP questionneront ton jugement. La famille Davis te traitera comme un traître. Et le titre de demain sera « Golden Boy de Silicon Valley incendie son empire pour son ex-femme ». Je sais, Spencer l'a coupé en me regardant. Mais je sais aussi que certaines choses sont plus importantes que les prix des actions. Après la réunion, il m'a intercepté près des ascenseurs. Je ne savais vraiment pas pour le brevet, a-t-il dit. Mais je sais autre chose. L'entreprise du père de Chloé est fortement short sur plusieurs actions sur lesquelles Zénith est long. Elle a divulgué ses vidéos et falsifié cet accord pour plonger Zénith dans le chaos afin qu'il puisse profiter de la panique. J'ai appuyé sur le bouton de descente. Donc je veux coopérer. Il m'a tendu une clé USB. Cela contient la preuve de fraude financière commise par l'entreprise de son père au cours des 3 dernières années. J'ai passé 6 mois à les rassembler. J'allais à l'origine l'utiliser comme cadeau de mariage pour annuler les fiançailles. Il a ri amèrement, mais maintenant je veux les changer contre autre chose. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je n'y suis pas entré. Quoi? Une fois par semaine, a-t-il dit. Laisse-moi voir les enfants. Pas en tant que leur père. Juste en tant qu'oncle qu'ils connaissent. Ils ont le droit de savoir d'où ils viennent. Peyton, tu ne peux pas décider qu'ils doivent me haïr. Je l'ai regardé. C'était l'homme pour qui j'avais volontairement abandonné ma place en études supérieures. Ma vie en ville, tout. Il avait l'air plus vieux maintenant. Il y avait des lignes fines autour de ses yeux et quelques cheveux gris imperceptibles aux tempes. Mais j'avais changé aussi. 3 ans à Zurich m'avaient appris à courir par temps sous zéro, à négocier en 3 langues. Et à conduire seul aux urgences au milieu de la nuit quand mes enfants avaient de la fièvre. Je n'étais plus la fille qui explosait en larmes de joie devant l'hôtel de ville juste parce qu'il avait promis de prendre soin de moi pour toujours. J'ai pris la clé USB. En échange, je considérerai ta proposition, ai-je dit. Mais pas maintenant. Je suis entré dans l'ascenseur seulement quand je serai certaine que tu ne vas pas disparaître à nouveau, me laissant affronter tout seul. Alors que les portes se fermaient, je l'ai vu debout là. Ses épaules s'affaissant comme si un poids écrasant avait enfin été enlevé de sa poitrine. 08 La nouvelle que le père de Chloé, Monsieur Davis, avait été emmené par le FBI lors d'un sommet économique a éclaté mercredi. J'ai fait défiler les titres. Regardant une vidéo de son visage autrefois impeccable entouré de journalistes dehors du lieu. Il criait encore qu'il était piégé, mais les agents derrière lui montraient déjà les menottes. Maman Maverick s'est penchée. Est-ce que ce vieil homme est un méchant? Il était autrefois un bon gars, ai-je dit. Mais il en voulait trop et puis il est devenu un méchant. Il a hoché la tête comme s'il comprenait et est retourné sur le tapis pour construire son château. Lego. Sophie était sur le balcon au téléphone avec grand-mère utilisant un anglais cassé pour décrire un nouvel ami à l'école maternelle. Mon téléphone a vibré. Spencer, es-tu libre ce soir? Je veux m'excuser en personne, pas à propos du brevet à propos d'il y a 3 ans. Je n'ai pas répondu jusqu'à ce que les enfants dorment. Il a choisi le lieu, le dîner de fin de soirée que nous fréquentions à l'université. Le propriétaire avait changé, mais la décoration était exactement la même. Les graffitis sur le mur étaient encore là. Y compris le texte effacé au marqueur que nous avions écrit il y a des années. Peyton aime Spencer pour toujours. Il était assis juste sous cette écriture effacée, le regardant. J'ai essayé de l'effacer, a-t-il dit. Mais le propriétaire a dit que c'était un héritage culturel et m'a facturé plus. Je me suis assise en face de lui et ai commandé une assiette d'ailes de buffle épicées.
C'était le goût qui me manquait le plus à Zurich, mais en le mangeant maintenant. Ça semblait juste trop gras et trop chaud. Ça m'a retourné l'estomac. Ta mère. J'ai commencé. C'est elle pour les enfants? Sa fourchette s'est arrêtée. Elle sait. Elle veut les voir. Je lui ai dit non. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas appris à s'excuser. Il a posé sa fourchette. Il y a 3 ans quand elle t'a donné cet argent, je savais. J'étais à l'étranger pour une fusion et au téléphone. Elle a dit que c'est géré. Je pensais. Sa voix est tombée. Je pensais que tu avais pris l'argent et accepté de rompre. Je pensais que tu voulais partir de toute façon et te sentais juste trop coupable pour le dire. J'ai posé ma serviette. La graisse des ailes recouvrait mes doigts comme un film, comme une vilaine cicatrice. Spencer, sais-tu ce que je déteste le plus chez toi? Il m'a regardé. Pas l'humiliation de ta mère. Pas l'existence de Chloé. C'est que tu ne m'as jamais demandé. Ai-je dit? Tu es si habitué à tout contrôler. Tu es si habitué à utiliser la logique des affaires pour résoudre les problèmes émotionnels. 50 000 était un package de sévrance. Le scandale de l'hôtel était de la PR de crise. Et même maintenant, j'ai pointé par la fenêtre Sameback garé sur le trottoir. Échangeant une clé USB contre des droits de visite. C'est juste une autre transaction. Son visage s'est vidé de couleur comme si quelqu'un avait pelé sa couche de peau la plus vulnérable. Je ne suis pas. Tu le es. Je me suis levé. Mais je ne te blâme plus. Ces 3 dernières années m'ont fait réaliser une chose. Haïr quelqu'un prend trop d'énergie, et j'ai 2 enfants à élever et une carrière à construire. Je n'ai pas le temps de jouer le méchant dans ton histoire. Je me suis dirigé vers la porte. Il a crié derrière moi, et les enfants? Comment vas-tu leur dire? J'ai regardé en arrière. L'enseigne au néon du dîner jetait une lueur étrange sur son visage. Le garçon qui faisait autrefois battre mon cœur et l'homme épuisé assis devant moi ont enfin fusionné en un et puis se sont complètement séparés dans mes yeux. Quand ils seront plus grands, ai-je dit, je leur dirai toute la vérité. Que tu étais bon autrefois, que les choses sont devenues mauvaises. Et que maintenant je peux vivre une grande vie toute seule. Je n'ai pas besoin de te haïr pour prouver ma valeur. J'ai poussé la porte. L'air nocturne new-yorkais s'est engouffré. J'ai pris une profonde inspiration et ai marché vers le métro. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était Richard. Directrice, le conseil vient de voter. Vous êtes promu partenaire, dirigeant la division Caen. Signez les papiers demain. Ne soyez pas en retard. J'ai souri et hélé un taxi jaune. 09. Ma première semaine en tant que partenaire de Zénith, j'ai reçu un message de la mère de Spencer. Pas un appel téléphonique. Une lettre manuscrite transmise via un centre de soins postpartum haut de gamme. Elle avait clairement retrouvé l'endroit où ma mère allait occasionnellement pour de la physiothérapie. Le papier à lettres sentait le chair. L'écriture aussi nette qu'une machine à écrire. Madame Peyton Spencer m'a parlé des enfants. En tant que leur grand-mère, j'ai le droit de les voir. Si vous refusez, je chercherai des droits de visite par des voies légales. En outre, concernant les 50 000 $ d'il y a 3 ans, je considère cela comme un prêt. Pas un cadeau. J'attends un remboursement rapide sinon. J'ai pris une photo de la lettre et l'ai envoyée par texto à Spencer. Gère là où notre accord est annulé. 3 heures plus tard, une copie d'un dépôt légal est arrivée dans ma boîte de réception. Spencer poursuivait officiellement sa propre mère pour diffamation et détresse émotionnelle. La liste des défendeurs incluait également le parent qui avait témoigné du versement de l'argent. Pour me faire taire. Je l'ai appelé. Es-tu fou? C'est ta mère. Voulait-elle être grand-mère il y a 3 ans? Sa voix portait un calme final de pont brûlé. Quand elle t'a donné cet argent, a-t-elle demandé si c'était ses petits-fils et petites-filles? Je n'avais rien à dire. Ce week-end-là, j'ai emmené les enfants aux eaux du Bronx. Sophie voulait voir les pandas tandis que Maverick insistait pour cartographier l'itinéraire optimal. En utilisant la brochure du parc.
Alors que nous attendions dans la file d'attente devant l'enclos. Une silhouette familière est apparue de l'autre côté de la balustrade. Spencer portait un sweat à capuche gris incroyablement atypique et une casquette de baseball. Il tenait 2 bâtons de barbe à papa, un rose, un bleu. Oncle, les yeux de Sophie se sont illuminés. Comment savais-tu que j'aime le rose? J'ai deviné. Il s'est accroupi, lui tendant la barbe à papa, puis a regardé Maverick. Le bleu est pour toi. Je sais que tu aimes le bleu. Maverick ne l'a pas pris. Le gamin a sorti son téléphone modifié et a scanné Spencer. Je n'ai aucune idée de ce qu'il scannait. Probablement un programme d'évaluation des menaces propriétaires qu'il avait codé lui-même. Ton rythme cardiaque est rapide, a déclaré Maverick. Plus rapide que la dame au bureau de maman. Tu n'es pas un méchant, mais tu es nerveux. Spencer a cligné des yeux, puis a éclaté de rire. C'était le premier rire sincère que j'avais vu de lui en 3 ans. Ses yeux se sont plissés au coin. Ressemblant exactement au garçon qui me tutorait à la bibliothèque universitaire. Tu as raison, a-t-il admis. Je suis très nerveux. J'ai peur que vous ne m'aimiez pas. Nous ne t'aimons pas vraiment de toute façon, a dit Maverick froidement. Mais maman a dit que nous pouvions te donner une chance. Une chance signifie que tu pourrais devenir bon ou tu pourrais devenir mauvais. Nous observons. Sophie était déjà en train de déchirer la barbe à papa. Du sucre rose collé partout sur son visage. Elle a marmonné autour d'une bouchée. Maman a dit. Tu es une personne très importante. Mais important ne signifie pas toujours bon. Comme un virus. Est important, mais il rend les gens malades. J'étais à 3 pas. Regardant le visage de Spencer passer du choc à un sourire ironique et enfin s'installer dans un soulagement doux, presque reconnaissant. Ta maman a raison, a-t-il dit. Je vais essayer très fort d'arrêter d'être un virus et de devenir un vaccin. Maverick y a pensé et a donné un hochement de tête réticent. Cette métaphore est acceptable. Cet après-midi-là, nous 4 avons mangé ensemble pour la première fois. Nous n'avons pas parlé du passé. Nous n'avons pas parlé de l'avenir. Sophie a juste récité une comptine qu'elle avait apprise. Maverick a expliqué sa curiosité concernant le tractus digestif du panda. Et Spencer a juste écouté attentivement. Il posait occasionnellement des questions. Se faisant parfois complètement embrouillé par la logique bizarre des enfants. En partant, Sophie a soudain couru et a serré la jambe de Spencer. Oncle, a-t-elle dit. Tu sens exactement comme la photo sur l'étagère de maman. Spencer s'est figé. J'ai vu ses yeux devenir instantanément rouges, mais il s'est retenu. Tapotant doucement la tête de Sophie. Ça sent quoi, a-t-il demandé. Des terges lundi, a dit Sophie sérieusement. Et un peu de tristesse. 10. À la fin de l'année lors du gala annuel de Zénith, j'ai reçu mon premier dividende de partenaire. Le chiffre était 40% plus élevé que mes projections les plus folles. Sur scène, Richard a dit. Les modèles camps du Dr Peyton ont généré plus de 45 millions de dollars d'alpha pour le fonds. Cette année. Plus important. Elle a prouvé que les équipes domestiques peuvent construire des stratégies de premier ordre sans adorer aveuglément Wall Street. Au milieu des applaudissements, j'ai vu Spencer assis dans le coin. Il n'avait pas d'invitation. Richard l'avait invité comme une arrière-pensée. Les mots exacts du vieil homme étaient « Je ne me mêle pas du drame de vous les jeunes. Mais laisser le papa de tes bébés voir jusqu'où tu es arrivé n'est pas une mauvaise chose. » Il m'attendait. Je pars, a-t-il dit. Pour Singapour. Spencer Capital a un nouveau projet là-bas. J'ai besoin d'être sur le terrain pendant 2 ans. Et Chloé? Ai-je demandé. Après l'arrestation de son père, elle a disparu un peu. Apparemment, elle se remet dans un pays d'Amérique du Sud. Je ne sais pas, et je m'en fiche. Il m'a regardé. Peyton, ces 3 dernières années m'ont appris une chose. Je suis très bon pour faire de l'argent, mais je suis terrible pour aimer les gens. Tu avais raison de partir. Si tu étais resté, tu serais juste devenu comme ma mère, mettant un prix sur tout. Achetant les connexions humaines avec de l'argent.
Il m'a tendu une enveloppe. Voici mon adresse et numéro à Singapour. Si toi. Si les enfants veulent me trouver un jour, je n'ai pas pris. Tu peux leur donner directement. Maverick a une adresse email et Sophie sait comment faire FaceTime. Il a fixé une seconde, puis a souri. C'était un sourire soulagé, complètement dépourvu de tout agenda transactionnel. D'accord, je le ferai. Il s'est tourné vers la porte et j'ai soudain appelé « Spencer ». Il a regardé en arrière. « Tu t'es amélioré ?» ai-je dit. « Pas à cause des enfants. À cause de toi-même. C'est important. » Ses yeux ont brillé sous les lustres. Peut-être étaient-ce des larmes. Peut-être autre chose. Il a hoché la tête et a disparu par les portes. Après le gala, je suis rentré à la maison. Les enfants dormaient. Ma mère regardait une rediffusion d'un soap-opéra dans le salon. L'héroïne criait à la télé. « J'ai sacrifié tellement pour toi, maman. » Je me suis assise à côté d'elle. « Penses-tu que j'ai fait la bonne chose ?» Elle a éteint la télé et m'a regardé longtemps. Elle n'a jamais une seule fois mentionné les mots durs qu'elle m'avait criés il y a 3 ans quand je suis parti. Ni ne s'est jamais plainte de l'épuisement de ces 3 dernières années. Avant que ton père ne décède, a-t-elle dit, il m'a dit que pour réussir quelque chose, on a besoin d'un grand cœur. Je ne comprenais pas alors, mais je comprends maintenant. Elle a tapoté ma main. Avoir un grand cœur ne signifie pas qu'on ne garde pas de rancune. Ça signifie qu'on garde la rancune, mais qu'on continue d'avancer. Tu as fait ça. J'ai posé ma tête sur son épaule, comme quand j'étais enfant. Mon téléphone a vibré. C'était une notification d'email du compte de Maverick. Il avait synchronisé tous ses appareils avec les miens. Expéditeur Spencer. Sujet, ma première lettre à Maverick et Sophie. Je n'ai pas cliqué dessus. C'était leur vie privée. Désormais, ils avaient le droit à leur propre relation, leur propre jugement. Et leur propre histoire. Dehors par la fenêtre, on pouvait réellement voir quelques étoiles dans le ciel new-yorkais. J'ai repensé aux hivers à Zurich. Les aurores dansant comme des rubans verts. Sophie profondément endormie dans sa poussette. Maverick regardant les yeux écarquillés, sa petite main serrant mon doigt. À l'époque, je pensais que je devais marcher un très long chemin toute seule. Maintenant je sais qu'on doit marcher son propre chemin. Mais on n'a pas à le marcher entièrement seul. On peut avoir ses enfants, sa mère, ou même quelqu'un qui vous a fait du mal dans le passé. Mais qui apprend sincèrement à se racheter s'il essaie vraiment. Quant à l'avenir. J'ai ouvert mon ordinateur portable et ai commencé à esquisser mon prochain article sur la microstructure du marché américain sur l'application de l'apprentissage automatique à la prévision de volatilité sur la façon dont une mère célibataire de 2 enfants a redéfini sa vie. Après avoir dépassé 30 ans. La sonnette a retenti sur le moniteur de sécurité. Spencer était de retour. Il tenait quelque chose. En plissant les yeux, j'ai vu 2 bâtons de barbe à papa, un rose, un bleu, fumant faiblement dans la nuit d'hiver. J'ai oublié de dire, sa voix est venue à travers l'interphone. Portant un léger tremblement imperceptible. Bonne année. Je suis resté derrière la porte, regardant cet homme que j'avais aimé et haï si férocement. Il se tenait juste là. Il n'a pas exigé que j'ouvre la porte. Il a juste tenu le sucre, l'offrant comme une excuse maladroite et profondément sincère. Laisse-le à la porte, ai-je dit. Les enfants seront ravis demain. Il l'a fait. Alors qu'il se tournait pour partir, il a soudain levé les yeux vers la caméra. Peyton, je ne suis pas ici pour une réponse. Je veux juste que tu saches que je serai toujours là où tu peux me voir. Ce n'est pas de la pression. C'est. Il a cherché le mot. C'est du bruit de fond, comme du bruit blanc. Tu peux l'ignorer quand tu en as besoin, mais tu sauras toujours qu'il est là. Sa silhouette a disparu vers les ascenseurs. J'ai ouvert la porte et ai ramassé la barbe à papa. Fraise rose, myrtille bleue, les préférés de Sophie et Maverick. Il s'en était souvenu. Il apprenait. Il essayait d'être l'homme qu'il pouvait observer plutôt que l'envahisseur forçant son entrée.
De retour dans le salon, j'ai mis les bonbons au frigo avec un post-it. Surprise de demain. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et continué à écrire mon article. Chapitre 1. Prise de décision optimale sous incertitude. De la théorie de portefeuille au choix de vie à l'extérieur. Les cloches du Nouvel An ont commencé à sonner. Quelque part dans la ville, quelqu'un célébrait. Quelqu'un pleurait. Quelqu'un apprenait à aimer et à être aimé. Et moi, Peyton, 33 ans, mère de 2 enfants, partenaire chez Zenith Capital, ancienne victime. Survivante actuelle. J'écrivais mon prochain chapitre. Ce n'était pas une histoire de revanche et ce n'était pas un conte de fées sur le pardon. C'était juste une histoire sur une personne normale essayant de prendre les morceaux cassés et de construire une nouvelle forme. Et Spencer, il était du bruit de fond, une note de bas de page. Une référence citée dans la bibliographie. Le texte principal, cependant, appartiendrait toujours entièrement à moi. Chapitre 1. Quand Harper a serré ce papier d'annulation, son visage était blanc comme une feuille de papier. Son corps entier tremblait de façon incontrôlable. Du sang cramoisi coulait le long de sa colonne vertébrale, imprégnant ses vêtements. Fleurissant en une tache rouge aveuglante avant de goûter sur le sol. C'était comme si chaque goutte narrait les 18 années d'obsession et d'enchevêtrement entre elles. Julian. 99 coups de cravache. Chaque coup avait été impitoyable. Sa peau était fendue ouverte. La chair mutilée jusqu'à l'os. Les membres des familles Pay et vous debout autour de la grande salle regardaient soit avec une indifférence froide soit se réjouissaient secrètement de sa misère. Mais son esprit n'était pas sur eux. Ses yeux étaient verrouillés morts sur le blason familial rouge vif tamponné sur le papier. D'annulation. Un sourire soulagé dévastateur tirant au coin de ses lèvres. Presque fini. Je vais enfin quitter cet endroit. Je suis enfin libre de lui. Harper a traîné ses jambes tremblantes. Avançant pouce par pouce vers les lourdes portes de la grande salle du domaine familial. Chaque pas ressemblait à marcher sur du verre brisé. Étape 1, elle a passé le vieux chêne flétri dans le coin. Elle et Julian s'étaient rencontrés ici. Elle avait seulement 7 ans. Ses parents étaient trop occupés à gérer leur entreprise pour s'occuper d'elle. Seule sa grand-mère lui tenait compagnie et l'aimait. Ce jour-là, elle avait accidentellement perdu le bracelet que sa grand-mère lui avait donné. Et elle s'était accroupie sous le chêne, sanglotant hystériquement. C'est alors que Julian avait passé la tête par-dessus le mur de briques séparant leurs domaines. Familiaux, ses yeux sombres comme des raisins la fixant sans cligner. Au début, il avait sauté en bas avec un air de dédain arrogant sur le visage, se moquant d'elle. Mais finalement, il avait utilisé sa manche pour essuyer doucement ses larmes, chuchotant. Arrête de pleurer. Je t'aiderai à le trouver. Au coucher du soleil, Julian avait effectivement placé le bracelet dans sa paume. Dans le brouillard chaotique de ses souvenirs. Tout ce dont elle se souvenait était ses yeux concentrés et propres aussi chauds que la lumière du soleil sur sa peau. Étape 2, elle est passée devant l'annexe délabrée. C'était là que leur mariage avait été arrangé quand elle avait 18 ans. Ses parents traversaient un divorce vicieux et sa grand-mère était mortellement malade. Terrifiée que Harper soit laissée seule. Et sachant à quel point Harper aimait Julian, sa grand-mère avait négocié les fiançailles. Ce jour-là, la cour était pleine de parents des 2 familles. La plupart dont elle ne pouvait même pas nommer. Sa grand-mère avait empilé sa main sur celle de Julian, chuchotant, à partir de maintenant. Il est ton encre. Harper avait levé les yeux, entrant directement en collision avec les beaux yeux de Julian. Ses joues brûlant de cramoisi. Étape 3, elle a marché sur la pelouse jaunissante dans la cour. C'était là que Julian lui avait promis une vie entière. Elle avait 20 ans. Ses 2 parents avaient commencé de nouvelles familles, et sa grand-mère. La seule personne qu'il aimait vraiment, était décédée. Elle pensait qu'il n'y avait plus personne au monde qui l'aimerait jamais comme ça. Mais Julian était là. Il lui avait tendu une bague maladroitement tissée d'herbe, ses yeux brillant plus que les étoiles. Harper, à partir de maintenant, je te protégerai à la place de grand-mère. Je t'aimerai et resterai à tes côtés pour le reste de nos vies.
Il avait l'air si incroyablement sincère. Elle avait vraiment cru qu'il serait heureux pour toujours jusqu'à il y a un an quand elle avait 24 ans. Julian était allé dans une librairie du centre-ville acheter un livre pour elle. De nulle part, un camion hors de contrôle avait foncé vers lui. Lily, une étudiante que la famille de Harper avait financée pendant des années, avait plongé en avant comme si elle avait attendu ce moment. Lily a été diagnostiquée comme aveugle de façon permanente. À partir de ce jour, tout a changé. Julian a dit qu'il devait compenser Lily, restant à ses côtés jour et nuit pour s'occuper d'elle. Mais Harper a lentement réalisé que la dévotion de Julian allait bien au-delà de la compensation. Il traquait chaque mouvement de Lily, gérant méticuleusement sa routine quotidienne. Il tenait sa main pour lui apprendre à écrire lettre par lettre. Il pelait patiemment des grenades, la nourrissant des graines une par une. Pendant ce temps, Harper marchait constamment sur des œufs pour accommoder le tempérament de Julian, craignant qu'il soit consumé par la culpabilité. Elle a essayé d'enquêter sur l'accident pour voir s'il y avait eu un jeu déloyal. Mais Lily s'est soudain effondrée, hurlant. Le regard que Julian a donné à Harper était comme un pic à glace, poignardant son cœur jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer, craignant que Julian s'épuise. Elle voulait contacter les meilleures équipes médicales d'Europe pour traiter les yeux de Lily. Mais Lily a agi comme si elle était terrifiée hors de son esprit, se recroquevillant dans les bras de Julian, sanglotant de façon incontrôlable. « Non, Julian, j'ai peur. » Julian s'est levé impatiemment, a saisi Harper par le poignet, et l'a poussé dehors. « Ne vois-tu pas que Lily est terrifiée? Peux-tu arrêter d'empirer les choses? Juste parce que ta famille a de l'argent ne signifie pas que tu peux faire ce que tu veux. » Et un peu d'empathie. La porte a claqué en plein visage. Il ne lui a même pas accordé un second regard. Il a juste tenu Lily et l'a apaisée doucement. « C'est bon. Je suis là. » Quand Harper est-elle devenue la troisième roue? Quand ses yeux qui ne contenaient autrefois qu'elle ont-ils manqué d'espace pour elle? Étape 99. Elle a atteint les portes massives de la salle. Ces 99 étapes avaient marché sur ses 18 ans avec Julian. Le vieux chêne était mort. L'annexe tombait en ruine. La pelouse était morte. 18 ans d'amour, aussi fin qu'une feuille de papier, se déchirant au moindre tirage. Tous ces souvenirs qu'elle traitait comme un trésor étaient en fin de compte rien qu'une blague. La vibration de son téléphone a brisé ses pensées. Elle l'a ouvert nonchalamment. Un texto de Julian. C'est l'anniversaire de Lily aujourd'hui. Tout s'est bien passé à la salle familiale, n'est-ce pas? Tout s'est bien passé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Juste endurer les roulements d'yeux de sa famille, la condamnation de la sienne, et oh, c'est vrai. Échanger 99 coups de cravache contre un morceau de papier annulant leur fiançailles. Comment cela pourrait-il se comparer à l'anniversaire de Lily? Harper n'a pas répondu à sa question. Elle a texté en retour. Quand es-tu libre? J'ai quelque chose à te donner. 20h ce soir. Viens au manoir me trouver. Harper a mis son téléphone dans sa poche et est sorti de la salle. Son corps tremblait encore, ses vêtements trempés de sang. Mais ses pas étaient extraordinairement fermes. Elle ne ressentait absolument aucun regret. Chapitre 2. À 20h, avalant la douleur brûlante lacérant son dos. Harper est arrivée au manoir familial pile à l'heure. Avant même d'atteindre le haut des escaliers. Elle a entendu des gloussements intermittents venant de la chambre à droite. Son cœur a chuté. N'était-ce pas la suite nuptiale que la famille avait préparée pour eux? Ils étaient censés y emménager le mois prochain. Julian avait passé les 3 dernières années à décorer méticuleusement cette chambre. À l'époque, elle le taquinait. Quelle est la hâte? Le mariage est dans des âges. Julian lui prenait la main, poussait la porte ouverte. Et lui faisait faire le tour de tout ce sur quoi il avait agonisé en choisissant. C'est un jeté en cachemire italien. Tu as froid facilement, et cette marque est la plus chaude. C'est une thérapie d'aromathérapie royale parisienne, ton parfum gardénia préféré. Tu n'as pas bien dormi, alors allume ça la nuit. Et ce lustre en cristal, ça m'a pris des mois pour le trouver. La lumière est douce, et tu peux changer les couleurs.
Ne penses-tu pas que je mérite une récompense? La douleur piquante dans son dos et la brûlure dans son nez l'ont ramenée à la réalité. Elle a réalisé qu'elle avait inconsciemment marché droit jusqu'à la porte. Elle n'était pas fermée hermétiquement. À travers la fente, la voix de Julian a dérivé si douce qu'elle pouvait faire fondre la neige. « Lily, quel est ton vœu d'anniversaire cette année? » « Mes vœux d'anniversaire. » La voix de Lily s'est éteinte. Mais ses mains étaient occupées à glisser sur le pantalon de costume de Julian par-dessus sa chemise. Blanche impeccable, sur ses bras musclés avant d'envelopper étroitement ses épaules. Même si elle était censée ne pas voir. Elle s'est penchée avec précision et a embrassé Julian directement sur les lèvres. Harper s'est figé comme frappé par la foudre, le sang gelant dans ses veines. Le dos tourné à la porte, le corps de Julian s'est visiblement raidi et il a lentement poussé Lily. « Lily, nous ne pouvons pas faire ça. » « Julian. » Lily l'a interrompu coquettement. « Je sais que Harper est dans ton cœur, mais juste cette fois, s'il te plaît. Traite ça comme une compensation pour moi. Harper ne le saura jamais. » Julian est resté figé sur place. Après quelques secondes de silence. Il a finalement laissé échapper un lourd soupir et a baissé les mains qu'il avait poussées. Lily a souri, s'est mise sur la pointe des pieds, et a approfondi le baiser. Après un long moment, agissant entièrement vidé d'énergie. Elle s'est affaissée sur les genoux de Julian, son visage rougi tandis qu'elle chuchotait. Julian, plus fort. Julian semblait avoir perdu toute retenue. Il l'a tiré près, baissant la tête pour l'embrasser férocement dans le dos. Un verre de jus s'est renversé sur la table, se répandant sur le jeté en cachemire coûteux. Les lumières colorées ont lavé leur visage, illuminant leur ivresse absolue. Le parfum de gardénia remplissait l'air, mêlé à leurs murmures intimes. Appelant le nom de l'autre encore et encore. Harper ne pouvait pas en regarder une seconde de plus. Son estomac s'est violemment retourné. Elle a trébuché, s'enfuyant dans le couloir. Ses pas étaient erratiques. Son dos brûlait comme du feu. Et son cœur se sentait écrasé dans un étau, faisant si mal qu'elle ne pouvait pas respirer. Elle se souvenait de Julian lui disant, dans cette vie. Tu es la seule personne que j'amènerai jamais dans cette chambre. Cette pensée la fait vomir à sec de façon incontrôlable. Ça faisait mal. Tout faisait si mal. Elle ne savait même pas comment elle avait réussi à se traîner jusqu'à la maison. Le lendemain matin, Harper s'est réveillée dans son propre lit. Le sang sur son dos avait formé des croûtes, collant à ses vêtements. Chaque léger mouvement tirait sur les blessures avec une agonie profonde jusqu'à l'os. Elle a serré les dents et appliqué un antiseptique, son corps entier glissant d'une sueur froide. Juste à ce moment, son téléphone a sonné. C'était un rappel d'anniversaire personnalisé. Il y a 5 ans aujourd'hui, Julian a avoué son amour sur la pelouse du domaine familial. Il a glissé formellement la bague d'herbe qu'il avait faite sur son doigt et a annoncé à tout le monde autour. À partir de ce jour, chaque année, aujourd'hui est l'anniversaire exclusif de Harper et moi. Chaque année après ça, Julian préparait toujours une surprise à l'avance. Année 1, il attendait dehors devant son appartement à minuit avec un énorme bouquet de roses. Année 2, ils s'étaient embrassés sous les aurores boréales en Norvège. Année 3, blotti dans une petite tente au sommet d'une montagne. Julian la tenant avec une tendresse retenue. L'année dernière, Julian l'avait regardé dans les yeux et avait fait une révérence solennelle. L'année prochaine. Je promets que je vais acheter la plus grande et la plus belle bague et te demander officiellement. En mariage. Harper se souvenait encore du poids lourd de ses 520 roses dans ses bras. Elle se souvenait du goût faible de menthe sur les lèvres de Julian quand ils s'embrassaient. Elle se souvenait de ses mains gelées et gercées par le vent dehors cette tente de montagne. Mais ce dont elle se souvenait le plus clairement était sa promesse solennelle de l'année dernière. Elle avait fantasmé sur sa demande en mariage d'innombrables fois. Pratiquant secrètement exactement comment elle dirait oui. Mais où était Julian maintenant? Probablement en train de tenir compagnie à Lily. Probablement en train de rire et de lui donner le petit déjeuner. Ou peut-être encore allongé dans la suite nuptiale qui était destinée pour eux. Peu importe. Arrête d'y penser. Le nez de Harper piquait et les larmes sont enfin tombées. Mais la douleur atroce irradiant de son dos l'a instantanément réveillée.
Elle a regardé la bague d'herbe soigneusement préservée dans son tiroir et la bague de fiançailles qu'elle avait personnellement conçue et prévu de donner à Julian à leur mariage. Elle a laissé échapper un rire autodérisoire. S'il n'allait pas lui en acheter une, elle en achèterait elle-même. Elle allait acheter la bague la plus époustouflante de la ville et tracer un point final absolu sur les 5 années qu'elle avait gaspillées sur lui. Chapitre 3. Harper est entré dans la boutique de joaillerie. Parmi les étalages éblouissants, une bague a immédiatement attiré son œil. C'était une bague en or avec un motif de tournesol émanant un design chaud et rayonnant qui apportait une lueur de chaleur à son cœur gelé. Juste au moment où elle allait demander à l'associé de l'emballer, une voix sucrée et maladive a dérivé de proximité. « Julian, je n'ai jamais porté de bague avant. Veux-tu m'en acheter une ?» Harper est devenue rigide. Elle a tourné la tête et a vu Julian guidant soigneusement Lily à travers l'entrée. Julian l'a vue et s'est clairement figé. « Harper, que fais-tu ici ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'est précipité pour expliquer. « Hier était l'anniversaire de Lily. Je l'ai amené choisir un cadeau. Ne lis pas dedans. » En parlant, il a naturellement enveloppé un bras autour de la taille de Lily. Sa voix fondant en pur sucre. « Lily, quel style aimes-tu ? Je t'aiderai à choisir. » Lily a serré sa main étroitement, souriant doucement. « Je veux quelque chose qui apporte du soleil et de l'espoir. » Le regard de Julian est tombé accidentellement sur la bague dans la main de Harper. Ses yeux se sont illuminés. Il s'est retourné vers Lily. « J'en vois une qui est parfaite pour toi. Elle aura l'air magnifique sur ta main. » Les doigts de Harper se sont serrés. Le métal froid de la bague s'enfonçant douloureusement dans sa paume. Elle savait que chaque pièce dans le magasin était un design sur mesure unique. « Harper, laisse Lily avoir cette bague. » A dit Julian nonchalamment comme s'il lui demandait de passer le sel. Les yeux de Harper étaient injectés de sang. Ses jointures ont blanchi de la force avec laquelle elle la serrait. « Pourquoi devrais-je » Julian a froncé les sourcils, une trace d'agacement dans sa voix. « Une fois que nous serons mariés le mois prochain, je t'en achèterai une meilleure. » Je ne t'épouse pas. Harper l'a coupé instantanément, sa prise se resserrant. Dans son sac à main était un billet aller simple pour Paris pour le mois prochain. Elle ne remettrait plus jamais les pieds dans cette ville de chagrin. Julian a laissé échapper un ricanement, ses yeux débordant de moquerie. Harper, arrête de faire un caprice. Ne sois pas l'une de ces femmes hystériques qui utilisent l'annulation du mariage comme une menace. Voyant Harper refuser de céder, son ton est devenu vivement impatient. Si tu veux vraiment rompre les fiançailles, va prendre ta punition à la salle familiale. Arrête de faire un spectacle ici. Ça met tout le monde mal à l'aise. Il était absolument certain que parce qu'elle l'avait aimé pendant 18 ans, elle ne le lâcherait jamais vraiment. Mais Harper est restée figée, se sentant comme frappée par la foudre. Elle ne pouvait pas croire ses oreilles. L'homme qu'elle avait aimé pendant plus d'une décennie venait juste de l'appeler hystérique. Dit qu'elle faisait un spectacle. Dit qu'elle le mettait mal à l'aise. Julian a ricané, sa voix baissant d'une octave en température. Ce magasin appartient de toute façon à ma famille. Si je veux cette bague, il suffit d'un appel. Je sais que tu tiens à ta fierté, donc je te donne une issue. Ne pousse pas ta chance. Ces mots étaient comme des couteaux dentelés, se tordant dans son cœur jusqu'à ce qu'il soit déchiqueté au-delà de la reconnaissance. Harper a vacillé, presque s'effondrant sur le sol. Les autres acheteurs chuchotaient déjà, quelques-uns ricanant à la scène. Elle a forcé sa tête haute juste à temps pour attraper le sourire malicieux fugace sur le visage de Lily. Ravalant ses larmes, incapable de supporter une seconde de plus dans ce magasin. Elle s'est retournée et a sprinté vers la porte. Ne pleure pas. Personne ne s'en soucie. Entendant des pas derrière elle, Harper a essuyé précipitamment ses yeux et s'est retourné. Seulement pour voir Julian aidant Lily à la poursuivre. Harper, c'est entièrement de ma faute. Lily sanglotait, tendant la main pour saisir le poignet de Harper. S'il te plaît, ne sois pas en colère contre Julian. Je ne veux plus la bague. Prends-la. Je ne veux pas de tes ordures. Harper a essayé d'arracher son bras,
mais Lily la serrait comme un étau. Ses ongles acryliques pointus s'enfonçant dans la peau de Harper, traçant des lignes de sang. Juste à ce moment, Harper a vu les yeux de Lily se diriger rapidement vers l'intersection animée à côté d'eux. Un sourire bizarre et sinistre a flashé sur le visage de Lily. Lily a crié. Utilisant l'élan de leur lutte, elle a violemment poussé Harper directement au milieu de la rue. Crash. Le son assourdissant de l'impact a brisé la rue calme. Harper a été violemment jeté par le camion de livraison en vitesse. Son front s'écrasant brutalement contre le trottoir. Du sang chaud a instantanément brouillé sa vision. Le verre brisé sur l'asphalte s'est enfoncé profondément dans les blessures de fouet non guérissures. Son dos, se tordant comme 1000 petits scalpels dans sa chair. La douleur était si agonisante qu'elle a presque perdu connaissance. Pendant ce temps, Lily s'est effondrée parfaitement dans les bras de Julian. Tremblant comme une feuille, ayant l'air d'avoir juste subi le choc de sa vie. Alors que l'agonie écrasante l'avalait, Harper était allongé dans une flaque de cramoisi aveuglant. Sa vue finale avant de perdre conscience était le dos de Julian tandis qu'il tenait Lily. Étroitement, baissant la tête pour la réconforter. Doux comme s'il protégeait le trésor le plus précieux au monde. Son esprit a involontairement rejoué le vœu solennel de Julian envers elle. Harper, je t'aimerai pour le reste de ma vie. Je resterai à tes côtés, prendrai soin de toi. Et ne te laisserai jamais souffrir une once de douleur. Un sourire creux tragique a tiré sur ses lèvres. La douleur de 99 coups de fouet, l'agonie du ver incrusté dans sa chair. Rien de tout cela ne se comparait à la dévastation écrasante de l'âme de regarder cette scène se dérouler devant elle. Harper, ces 18 dernières années, tu as vraiment vécu ta vie comme une blague complète et totale. Chapitre 4. Quand Harper s'est réveillée à nouveau, elle était dans un lit d'hôpital. Sa tête était enveloppée de bandages épais. Les blessures de fouet sur son dos s'étaient toutes rouvertes. Chaque léger mouvement ressemblait à rouler sur un lit de clous. Elle pouvait à peine respirer à travers la douleur. À sa surprise, Julian était assis juste à côté de son lit. Il n'était pas allé tenir compagnie à Lily. La voyant se réveiller, Julian s'est immédiatement levé pour l'aider. Luttant à travers l'agonie, Harper a esquivé sa main sans expression. Allant droit au but, elle a demandé « Pourquoi es-tu encore ici ?» Julian a légèrement froncé les sourcils. « Je suis ton fiancé. Prendre soin de toi est ma responsabilité. En outre, Lily s'en veut pour ce qui s'est passé. Si tu guéris vite, elle pourra enfin avoir l'esprit en paix. » En entendant ça, Harper n'a ressenti rien que du pur dégoût. Elle n'avait pas l'énergie pour gaspiller des mots sur lui. « Quand puis-je sortir ?» Mais Julian a soudain agi profondément concerné par ses blessures. « Il n'y a pas de précipitation. Tu es gravement blessé. Tu dois rester en observation quelques jours de plus. Nous te laisserons sortir quand tu seras stable. » Au cours des jours suivants, Julian n'a vraiment pas quitté son côté. Gérant personnellement tous ses repas et médicaments. Cette compagnie longtemps perdue a presque donné à Harper l'illusion qu'ils étaient de retour dans leur phase de lune de miel. Mais elle savait dans ses os qu'il n'y avait pas de retour en arrière et qu'elle ne tomberait jamais plus aveuglément là-dedans. Ce n'est que la veille du jour où elle était prévue pour sortir que Julian a disparu. Quand l'infirmière est venue changer ses pansements, elle a mentionné nonchalamment Monsieur P a dû escorter son +1 à une cérémonie majeure de remise de prix de design aujourd'hui. Il m'a spécifiquement demandé de bien prendre soin de toi. Plus un prix de design. Le cœur de Harper a chuté. Un pressentiment écœurant l'a envahi. Ignorant la douleur déchirante dans ses blessures, elle s'est jetée hors du lit et a allumé la télé de l'hôpital. À l'écran, Lily, portant une robe de soirée somptueuse et soutenue par Julian, montait sur le plus haut podium. Et dans ses mains, elle affichait fièrement exactement la bague que Harper avait personnellement conçue. Celle qu'elle avait prévu de donner à Julian à leur mariage. Harper est resté figé, son esprit complètement vide. Lily a tenu la bague en haut, la montrant fièrement au public. La bague scintillait sous les lumières de scène, illuminant son visage arrogant et suffisant. Cette bague s'appelle Warmstream.
La bande est conçue pour imiter la courbe douce d'un courant d'eau. La voix de Lily a dérivé à travers la télé, portant un sanglot hautement calculé. C'est pour remercier l'homme qui, après que j'ai perdu la vue, a pris soin de moi aussi doucement qu'un courant chaud. La vision de Harper est devenue noire. Ses ongles se sont enfoncés profondément dans ses paumes, ses lèvres tremblant violemment. Non, cette bague s'appelait raffia. Elle était conçue pour imiter la texture tissée d'une bague d'herbe raffia. Elle symbolisait l'amour entre elle et Julian, qui avait commencé avec une bague d'herbe. Elle représentait l'espoir désespéré de Harper que leur amour ne se fanerait jamais. Elle avait passé 3 ans juste à conceptualiser cette bague. Elle s'était réveillée au milieu de la nuit avec de la fièvre juste pour esquisser des brouillons. Des matières premières aux températures de fusion en passant par la sélection du maître artisan. Elle avait supervisé chaque détail, terrifiée par toute erreur. Et maintenant cette bague, née de sa dévotion la plus chérie, était portée nonchalamment sur la main de Lily. Avec juste quelques mots, elle était devenue le grand témoignage de la romance de Lily et Julian. À la télé, Lily souriait béatement dans l'étreinte de Julian. Harper a commencé à trembler violemment, s'effondrant sur le sol. Le sang des coupures en croissant de l'une dans ses paumes gouttait régulièrement sur le linoléum, formant une petite flaque sombre. Mais elle ne pouvait pas sentir la douleur physique. C'est donc ce que ça fait quand ton cœur meurt vraiment. Pas étonnant. Pas étonnant que Julian soit resté collé à son côté ces derniers jours. Il était terrifié qu'elle sabote la cérémonie de remise de prix de Lily. Il était terrifié qu'elle se mette en travers du brillant avenir de la grande designer Lily. Pas étonnant. Harper s'est étudié, a traîné son corps du sol, et s'est précipité vers la porte. Plusieurs infirmières se sont précipitées pour la bloquer. Monsieur P a dit, vous n'êtes pas autorisé à partir jusqu'à demain. Sortez de mon chemin. Harper a crié. Ses yeux étaient injectés de sang, ses cheveux sauvages. Ses mains tachées de sang tandis qu'elle se battait comme une folle vers la sortie. Les infirmières ont saisi ses bras et jambes, la clouant au sol tandis qu'elles enfonçaient de force un sédatif dans son bras. Avant de s'évanouir, elle a entendu l'une d'elles dire, Monsieur P a donné des ordres stricts. Nous pouvons utiliser tous les moyens nécessaires pour nous assurer qu'elle ne parte pas. Quand Harper s'est réveillée à nouveau, il faisait nuit noire dehors. Elle ne se souciait de rien. Elle a lutté pour se mettre debout pour sortir par la porte. Mais ses jambes ont lâché, complètement vidées de force, et elle s'est écrasée face contre terre. Hiss. Harper a laissé échapper un halètement douloureux, mais n'a pas arrêté. Elle a enfoncé ses doigts dans le linoléum, se griffant en avant. Elle devait arrêter la cérémonie. Elle devait exposer Lily pour ce qu'elle était. Elle s'est traînée sur ses mains et genoux, laissant une traînée sanglante nette sur le sol. Juste au moment où elle allait atteindre la porte, elle s'est soudain ouverte. Une paire de talons aiguilles rouges sans frappant est entrée en vue. Avant que Harper ne puisse même réagir. Le talon de cette chaussure a été piétiné sans hésitation directement sur le dos de sa main.